Manuela, c'est à toi. Merci Christophe et bonjour aux éditeurs qui viennent de nous rejoindre. Dans cette chronique Science et Fiction, je vous parle souvent d'auteurs de SF, de genre de la SF, de romans de SF, mais je n'ai encore jamais abordé l'histoire de la science-fiction. D'où vient la science-fiction ? Comment a-t-elle évolué depuis ses débuts ? Quels en sont les grands noms ? Quelle diversité trouve-t-on au sein du genre ? Selon la définition que l'on donne de la science-fiction, elle peut être considérée comme un genre littéraire très ancien. Certains textes, qualifiés de proto-SF, remontent en effet à l'Antiquité grecque. Il s'agit des histoires vraies de Lucien de Samosate, écrites à la fin du IIe siècle. Ces histoires vraies sont considérées par certains comme le tout premier texte de science-fiction dont nous ayons trace. Pour d'autres, tel Jean Gattegno dans son SF aux collections Que sais-je, il est cependant considéré que ce ne peut être qualifié de texte de science-fiction étant donné que ce roman ne présente aucun élément scientifique. Ce qui amène d'autres auteurs à considérer qu'il s'agit de proto-science-fiction, c'est que dans ce texte, Lucien Samosate, même s'il ne fait pas appel à la science, relate de fabuleux combats entre les habitants de la Lune et ceux du Soleil. Ces combats sont effectivement beaucoup plus fantaisistes que scientifiques. Cependant, c'était la première fois qu'un auteur imaginait des êtres vivant sur un autre monde. C'est ce qui lui vaut d'être qualifié de proto-science-fiction. Ces histoires vraies inspireront quelques 1400 ans plus tard un auteur dénommé Cyrano de Bergerac, qui écrira alors l'histoire comique des États et empires de la Lune et l'histoire comique des États et empires du Soleil. Dans ces satires, Cyrano raconte ses voyages sur la Lune et le Soleil, et sa rencontre avec les Séléniens et les Solariens. Là encore, il n'y a pas de base scientifique à l'ouvrage, même si le héros discute de la pesanteur et du vide, des atomes et vole la pomme de l'arbre des sciences. Pour certains, tels Brian Aldiss, le Frankenstein de Mary Shelley est la toute première œuvre de science-fiction, car là, enfin, la science entre dans l'histoire. En effet, c'est scientifiquement que sera créée la créature, et non par magie ou tout autre moyen surnaturel. On est déjà au début du XIXe siècle. Le merveilleux scientifique de Jules Verne n'est pas bien loin. La fin du XIXe siècle voit donc la naissance d'un nouveau genre littéraire, le merveilleux scientifique. Jules Verne et Herbert George Wells sont considérés comme les fondateurs de ce genre qui comptera de très nombreux auteurs. C'est en 1863 que paraît le tout premier roman de Jules Verne, 5 semaines en ballon, chez Pierre-Jules Hetzel, qui restera son éditeur 40 années durant. Dans cette œuvre, Verne relate les aventures du docteur Ferguson, savant et explorateur qui part à la découverte de l'Afrique. Il voyage à bord d'un aérostat combiné entre un ballon à gaz et une montgolfière. En fait, un ballon gonflé d'hydrogène, manœuvré par une chauffe plus ou moins importante du gaz. Il s'agit d'un moyen de transport imaginé par Jules Verne, basé sur les connaissances scientifiques de l'époque. Verne, tout au long de sa carrière, s'attachera à mettre en avant les sciences dans son œuvre, que ce soit par l'invention et la description de machines ou par des débats. Un très bel exemple de discussion scientifique se trouve dans Le Voyage au centre de la Terre, où les deux protagonistes discutent de la structure interne du globe. Même si l'idée d'une Terre creuse, constituée de plusieurs sphères qui avait été proposée par Edmund Halley 200 ans plus tôt, n'était déjà plus d'actualité, la discussion entre les héros est construite comme un véritable dialogue scientifique tel que l'on en rencontre encore aujourd'hui. À travers les 62 romans de ses voyages extraordinaires, Jules Verne abordera ainsi de multiples thèmes scientifiques. Certaines de ses œuvres seront publiées à titre posthume, telle sa nouvelle d'anticipation « La journée d'un journaliste américain en 2889 », qui dépeint un futur pas si aberrant que cela. L'univers de Verne et sa passion pour les sciences en auront fait un personnage que l'on retrouve très régulièrement dans les œuvres de steampunk. À la même époque que Jules Verne, en Angleterre, c'est Herbert George Wells qui fait merveille. Contrairement à Verne, il ne tente pas de dépeindre un futur possible, il crée simplement des œuvres romanesques pour faire voyager le lecteur. Il en profite aussi pour faire une critique de la société, comme dans son roman « La machine à explorer le temps », dans lequel il réfléchit à l'évolution de la société anglaise, scindée en deux classes, l'une bourgeoise et l'autre laborieuse.
Chacune de ces deux classes dégénère avec le temps, puisque l'on va voyager jusqu'en l'an 800 000, et de façon bien différente, mais tout aussi affligeante l'une que l'autre. La machine à explorer le temps sera une œuvre qui fera date dans l'histoire de la science-fiction. De même que les autres œuvres de Wells, puisqu'il abordera aussi l'invisibilité, dans L'homme invisible, les manipulations génétiques dans L'île du docteur Moreau, même si l'on est alors plutôt dans les greffes que dans les manipulations génétiques, l'idée de transformer une espèce en une autre est déjà bien là. Il abordera aussi le thème de la lutte contre les extraterrestres hostiles qui veulent tous nous détruire dans la guerre des mondes. Bien d'autres auteurs marcheront sur les traces de ces pères de la science-fiction, comme Ronnie Heney, de son vrai nom Joseph Henry Box, qui créera le terme astronaute dans son roman Les Navigateurs de l'infini, et présidera l'Académie Goncourt de 1926 à 1940. En 1980, son nom sera donné à un prix littéraire récompensant un roman et une nouvelle, le prix Ronnie Heney, qui existe toujours à l'heure actuelle et est très réputé. Il ne faut pas oublier de citer René Barjavel, qui dans son Voyageur imprudent sera le premier auteur à mettre en évidence le paradoxe du grand-père, un paradoxe inhérent au voyage dans le temps. Cela fait du Voyageur imprudent une œuvre majeure de la science-fiction, d'autant plus que contrairement à certains auteurs de science-fiction, René Barjavel ne met pas de côté l'aspect littéraire dans ses œuvres. Ses écrits sont de grande qualité. Alors qu'il faut bien avouer que dans certaines œuvres de science-fiction, et notamment les pulps américains dont je vais vous parler juste après, l'aspect littéraire est parfois laissé de côté, ce qui est de temps en temps à déplorer. Cependant, René Barjavel lance à apercevoir le peu d'estime qu'il porte aux êtres écervelés que sont les femmes, et je conseille vivement la lecture du Voyageur imprudent qui offre de grands moments sur ce thème. Bien que la science-fiction naisse en Europe, c'est aux USA qu'elle explose entre 1920 et 1950, notamment sous forme de nouvelles publiées dans des magazines tels que Weird Tales ou Astounding Stories. Les grands écrivains classiques vont y faire leurs armes. Asimov, Clarke, Bradbury, Anderson, Dick, Herbert, Silverberg, Van Vogt, tous vont passer par ces grands magazines d'époque. C'est l'âge d'or de la science-fiction. Les récits foisonnent, même si, au final, la quantité prime sur la qualité dans quelques-uns des 30 magazines américains coexistants à cette époque. On est ici dans la veine des pulps, ces magazines imprimés sur des papiers de piètre qualité, faits à base de résidus de fibres de bois, ou wood pulp, vendus pour une somme modique et qui connaissaient alors un grand succès aux États-Unis. Les auteurs étaient payés au mot. Il était donc important d'avoir beaucoup de mots dans un texte, et la qualité n'était pas franchement le premier critère de sélection. Cela n'empêchera pas de grands classiques de voir le jour dans ces magazines, tels que la nouvelle « Quand les ténèbres viendront » d'Asimov, qui est restée une référence en matière de science-fiction. Parallèlement à la littérature, le cinéma se développe et s'empare de la science-fiction. Dès 1902, Méliès met en scène Le Voyage dans la Lune. Fritz Lang poursuivra en 1927 avec Metropolis et Wilcox avec Planète Interdite en 1956. Les films se multiplient, de même que les serials, des films en épisodes dans lesquels nous allons notamment retrouver Flash Gordon dès 1936. La bande dessinée n'est pas en reste avec la naissance des comics mettant en scène des super-héros comme Superman pour DC Comics ou Spider-Man pour Marvel. Dans les années 60-70, les auteurs vont s'éloigner de la hard SF, la SF basée sur les connaissances scientifiques du moment, pour se tourner vers une science-fiction plus sociale et plus littéraire. Le style devient une composante à part entière de l'œuvre. Le récit s'intéresse à la politique, à l'organisation des sociétés, à l'humain. Des thèmes plus sombres vont émerger tels que l'apocalypse nucléaire. Rappelons que nous sommes alors en pleine guerre froide. La répression, l'aliénation. Michael Moorcock et Ballard sont les fers de lance de cette nouvelle vague. Le terme de nouvelle vague ayant été emprunté au cinéma. Mais de nombreux auteurs vont leur emboîter le pas, comme Sturgeon, Aldis, Le Guin ou Priest. Je conseille d'ailleurs vivement la lecture de Cristal qui songe de Sturgeon, qui fait penser un peu à la série Carnivale pour les connaisseurs, dans laquelle on découvre des personnages de foire, entre guillemets, américaine des années 30, des personnages tous bizarres, avec des difformités, des pouvoirs surnaturels. Dans Cristal qui songe, ce thème va être abordé de façon très originale et très atypique dans la science-fiction. La science-fiction a donc une histoire riche, elle s'est diversifiée avec le temps.
Les sous-genres sont pléthores et je n'en citerai ici que quelques-uns. Notamment la hard science-fiction, la science-fiction basée sur les connaissances scientifiques du moment. Les fers de lance sont notamment Asimov ou Arthur Clarke. Je conseille la lecture de 2001, L'Odyssée de l'espace de Clarke, dans lequel une intelligence artificielle pilote un vaisseau et va utiliser ses facultés de réflexion pour mener à bien la mission comme elle l'entend. Pour ce roman, Clarke avait travaillé avec des spécialistes de l'intelligence artificielle de l'époque, notamment aussi avec la NASA, et il faut bien avouer que son roman est toujours d'actualité. Les connaissances qu'il a alors apportées et toutes les problématiques qu'il a soulevées sont toujours présentes aujourd'hui. Un autre genre, ça va être l'Uchronie. L'auteur prend pour point de départ une situation historique comme la Seconde Guerre mondiale ou les croisades et en modifie l'issue afin de réfléchir à un monde nouveau. L'exemple le plus connu d'Uchronie reste Le Maître du Château de Philippe Cadic, qui a récemment été adapté en série télé. Je conseille cependant la lecture du roman avant de profiter de la série. Le steampunk est un peu comme une uchronie rétro-futuriste. La technologie est basée sur la vapeur et non l'électricité et le futur ressemble beaucoup au XIXe siècle parisien ou à l'Angleterre victorienne. Je conseille toujours Les Confessions d'un automate mangeur d'opium de Mathieu Gabory et Fabrice Collin ou alors La Trilogie de la Lune de Johan Elliott. On peut aussi parler de dystopie, une anticipation qui vire au cauchemar où la société est organisée de façon à ce que ses membres ne puissent accéder au bonheur. Elle s'oppose ainsi aux utopies. Les dystopies mettent en avant les risques de dérive des idéologies et des modes de vie d'une époque. C'est ce que l'on retrouve dans Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Enfin, parlons du space opéra, dans lequel les récits s'articulent autour des voyages intergalactiques et qui mêlent ainsi science-fiction et romans d'aventure. On y retrouve le vocabulaire maritime et ou militaire. Les thèmes des empires galactiques sont souvent abordés et ces récits sont des cycles comme Hyperion de Dan Simmons. Enfin, et pour faire écho à la chronique sur le conte, la space fantasy qui présente des éléments magiques et des personnages de fantasy qui se mêlent à ceux de la science-fiction. Notamment, on va pouvoir croiser des elfes et des nains explorant l'espace. On peut simplement citer l'univers du jeu de figurines Warhammer 40 000, dans lequel elfes et orques se combattent à bord d'énormes vaisseaux spatiaux. Les super-héros des comics, tels Superman ou Spider-Man, constituent une branche de la science-fiction plus développée dans la bande dessinée que dans le roman. Bien évidemment, tous ces sous-genres peuvent se mélanger. La science-fiction est un genre en continuelle évolution, avec toujours des nouveautés. Et la seule et unique limite en science-fiction reste notre imagination. Je vais vous lire un très court extrait des Histoires vraies de Lucien de Samosate. On est donc dans une guerre entre la Lune et le Soleil. La masse de l'armée comportait 100 000 hommes, sans compter le train des équipages, le corps du génie, l'infanterie et les alliés étrangers. Dans ce nombre, il y avait 80 000 vautours montures et 20 000 hommes montés sur les légumes-plumes, l'acanoptère. Il s'agit d'un très grand oiseau qui, en guise de plumes, est couvert de légumes de partout et dont les ailes ressemblent à s'y méprendre à des feuilles de laitue. En plus de cela, les lanceurs de millet, Sancrobol, et les guerriers de l'Aï, Scorodomaque, étaient dans la ligne de bataille. Il lui vint aussi des alliés de l'ours, 3000 archers à puce, Psilotoxote, et 50 000 coureurs de vent, Anémodrome. Les archers à puce sont montés sur des puces géantes dont ils tirent leur nom. La taille des puces est environ celle de 12 éléphants. C'est donc Les Histoires vraies de Lucien de Samosate, écrites au IIe siècle, dont je vous conseille vivement la lecture. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai le mois prochain pour un nouveau numéro de Sciences de Fiction.